dès le départ, bon, la nature m'a intéressé et j'étais curieux quoi, de voir comment ça tourne, comment ça fonctionne. Et puis bon, effectivement, quand on rentre dedans, c'est merveilleusement astucieux. Ma passion pour la recherche, moi je crois que j'ai vraiment, si j'ai une qualité, c'est celle-là, je suis curieux. Bon, et j'ai la volonté de me donner les moyens de satisfaire ma curiosité, quoi. Et c'est vrai que cette vie de passion, pour pouvoir la réaliser, ça passe par des contraintes. Et les contraintes, c'est les pas plats, il faut les faire, quoi. Bon, c'est un projet qui a mis pratiquement 4 ans à se concrétiser. Sur le papier, ça paraissait évident qu'il fallait venir dans cette zone. On me suit. Daniel Guérin a 2 passions. La première, c'est son métier. Il est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Une situation qu'il considère comme une chance pour lui d'assouvir sa curiosité pour la nature. Et surtout, en faisant un métier, de pouvoir en vivre. Sa spécialité, c'est l'écologie aquatique. Il tente de comprendre et étudier le processus de la vie là où tout a commencé, il y a 3,8 milliards d'années, dans l'eau, ou plutôt dans la vase, interface entre les continents et les océans. Car c'est elle qui concentre le plus les nutriments, autrement dit les briques nécessaires à l'apparition et à la construction de la vie. Sa plus belle vase, Daniel l'a trouvée sur le continent sud-américain, en Guyane française, dans l'estuaire de la rivière qui traverse l'une des plus grandes zones humides de la planète, le marais de Caux. Ferme tes doigts. On tient délicatement sa cavalière avec 2 doigts. La deuxième passion de Daniel, c'est la danse, qu'il partage avec sa femme Annie et ses amis de Cayenne. Le marais de Caux, Daniel y fait ses prélèvements d'eau, mais uniquement sur la rivière qui le traverse, car les 110 000 hectares du marais, une surface qui s'étend sur plus de 45 km de bord de mer, sont totalement inaccessibles et n'ont jamais été pénétrés par l'homme. Grâce à la proximité du fleuve Amazone, c'est tout un monde de vases qui est à la base de la production de la vie. Une vase amazonienne, transportée par les courants marins, est très instable, car sans cesse déposée et reprise par l'océan Atlantique. Cette vase est à l'origine de la création du marais il y a environ 2000 ans, et elle a peu à peu refermé sur elle-même cette immense cuvette enchâssée entre la montagne de Caux et l'océan Atlantique. Mais autant Daniel a déjà étudié la rivière de Caux et la mangrove, autant l'immensité du marais demeure une énorme boîte noire qui résiste à toute intrusion. On ne sait rien de la vie à l'intérieur du marais. Depuis 4 ans, Daniel rêve et travaille d'arrache-pied à son projet. Installer au cœur du marais une plateforme, sorte de laboratoire flottant qui servirait de base aux scientifiques. Malgré le peu de connaissances actuellement disponibles, Daniel est persuadé qu'il existe une forte probabilité pour que cette zone constitue l'un des derniers sanctuaires pour le plus grand des caïmans d'Amérique du Sud, décimé à plus de 90% pour sa peau, le caïman noir.
La seule voie de circulation à l'intérieur de cet immense marais, c'est donc la rivière, jusqu'à peu utilisée par les chasseurs. Presque tous les caïmans y ont été décimés, et l'on n'y voit que rarement de jeunes individus immatures. Depuis l'hélicoptère, impossible de savoir si sous les herbes se cachent 1 ou plusieurs mètres d'eau foisonnant de vie aquatique ou une simple tourbe humide. C'est là le défi de Daniel. La plateforme va peut-être permettre d'éclaircir le mystère du fonctionnement du marais et de déterminer quel type de vie on puisse y développer avec cette contrainte majeure, l'eau omniprésente mais presque toujours dissimulée sous la végétation. Ça a pris de l'ampleur progressivement, parce que bon, quand c'était qu'un projet administratif, en train de courir les bureaux, faire tomber des murs qui sont des murs en papier, mais bon, il faut arriver à les crever quand même. Donc c'était plus mon affaire, quoi. Après 4 années d'efforts passés dans son bureau à Cayenne devant son ordinateur, à remplir des dizaines de dossiers, écrire au monde entier pour obtenir de l'argent, mais aussi à persuader les associations de protection de la nature que la connaissance peut aussi être un outil pour la conservation, le projet de plateforme est totalement enlisé dans les méandres de l'administration. Déçu, complètement découragé, Daniel est prêt à renoncer et à rentrer en métropole lorsque la préfecture de Guyane lui offre les 20 000 € qui lui manquaient pour financer la construction de la plateforme. La concrétisation finale m'a fait très peur. Je me suis fait violence pour le finir parce que d'un seul coup j'ai vu les risques collectifs qui étaient pris. Et puis bah voilà, c'était le succès parce que en fait on a mis le pied dans un milieu qui, au-delà du fait qu'il n'ait jamais été pénétré, était d'une richesse exceptionnelle. Mais ça on ne pouvait pas le savoir sans y avoir été, quoi. Transport de la plateforme, Daniel passe par de profondes angoisses. Il est impossible pour lui d'exposer ses craintes et ses doutes à ses partenaires, encore moins à sa femme Annie. Tout est enfin faisable, tout est planifié le plus rigoureusement possible. Mais Daniel a pleinement conscience de tous les dangers de cette aventure. Il redoute autant la rencontre avec des caïmans adultes que l'isolement total. Ah, le grand moment, c'est bon, quand j'ai mis les pieds sur la plateforme, quoi. Donc je suis parti avec l'un de mes collègues pour la récupérer parce qu'il était au milieu. L'hélicoptère parti, Daniel et son équipe sont maintenant totalement isolés du monde. La plateforme est posée dans une mare, soigneusement choisie par Daniel au cœur des 110 000 hectares du Marais. À environ 15 km de la mer et 10 km de la rivière de Caux. Il est midi, il fait 35 degrés. L'évaporation est au maximum et l'atmosphère est étouffante. Le marais paraît endormi. Daniel et son équipe n'ont pas encore vu de caïmans et sont un peu déçus finalement. Ils commencent à penser qu'il n'y en a pas. L'eau est très noire, aucun poisson visible.
quelques oiseaux, des jacanas, absolument pas farouches, qui semblent marcher sur l'eau. Et des oasins, créatures préhistoriques qui se nourrissent de feuilles d'arbres et qui sont capables de les digérer de la même façon que les mammifères ruminants. Le premier oiseau à survoler de près la plateforme, c'est un héron cocoï, le plus grand héron d'Amazonie, extrêmement rare et qui semble habiter dans les palmiers qui bordent la mare. L'urgence pour l'équipe, c'est de se protéger de la pluie, toujours possible, même en saison sèche. On va installer là un limigraphe, donc c'est un appareil qui va enregistrer les variations de hauteur d'eau du marais que l'on va coupler donc avec une station météorologique qu'on va installer directement sur le carbet. Donc là on a justement choisi cette période de fin de saison sèche pour installer le limigraphe parce qu'on est aux périodes a priori d'eau les plus basses. Donc on est à peu près sûr, en le mettant dans une zone en eau, quelle que soit la période de l'année, cette zone restera toujours en eau. Ça va pas être mal. Allez. Je sais pas si ça va être le pied. Hein. La station météo montée sur le toit de la plateforme est alimentée en énergie par des panneaux solaires. Une mémoire électronique, installée dans un caisson étanche, enregistrera jour après jour toutes les données qui seront récupérées lors de la mission suivante. Avec ces données et celles du limigraphe, Daniel pourra répondre aux premières questions. La mare se déverse-t-elle ou est-elle alimentée par la rivière? L'eau entraîne-t-elle des éléments vivants comme le plancton et existe-t-il des échanges entre les communautés de poissons et de caïmans? La mare serait-elle ainsi capable d'assurer le repeuplement des zones appauvries par des pratiques de pêche incontrôlées ou au contraire fonctionne-t-elle en vase clos? Les eaux qui alimentent le marais sont soit des eaux de ruissellement issues de la montagne de Caux, enrichies en composés organiques peu utilisables voire toxiques, soit des eaux de pluie dépourvues d'éléments nutritifs. En outre, la décomposition lente de la couverture végétale flottante du marais consomme de l'oxygène et en réduit donc considérablement les quantités dissoutes dans l'eau. Ces réactions chimiques dégagent essentiellement du gaz carbonique sous forme de bulles. Ce type d'environnement semble peu propice à la vie, donc à la présence de fortes densités de poissons et par voie de conséquence d'oiseaux piscivores ou de caïmans. Justement, ces caïmans, en tant qu'ultimes prédateurs, sont de très bons estimateurs de la richesse biologique du milieu. Daniel a donc demandé en priorité à Benoît de Thoisy, vétérinaire herpétologue, de le rejoindre sur la plateforme. Benoît, qui réalise depuis plusieurs années une étude sur les populations de caïmans de la rivière de Caux, a immédiatement accepté cette proposition. Là, on fait juste une reconnaissance rapide avant la nuit et puis ensuite on va réaliser un comptage sur toute la zone avec estimation de la taille. On va aller directement au fond là-bas. Donc ça, vu la taille de la tête de l'animal, c'est quelque chose qui doit faire au moins 5 mètres.
Là de jour, c'est vraiment la première fois qu'on voit des gros individus comme ça qui ne crient pas, parce que là on est quand même à 3 mètres. Et là on peut essayer encore de s'approcher un peu plus, mais d'habitude c'est vraiment des animaux qu'on ne voit pas de jour. Puis on va écoper un peu. Donc là le bateau prend l'eau, parce que bon, l'arrivée en hélicoptère pour le bateau c'est pas très bon. Le bateau est placé dans le filet sous l'hélico et c'est pas vraiment fait pour ça comme embarcation. Pour ne pas compter 2 fois les mêmes caïmans, Benoît a virtuellement découpé cette grande mare d'1,5 km de diamètre en bande parallèle de 20 mètres à l'aide de son GPS. En barque, il va parcourir ces bandes en évitant autant que possible de passer 2 fois au même endroit. Il y en a un là, il y a une petite tête. Là, le gros il est là-bas. Il y a le gros qui est là à droite. Le gros qui est là. Daniel est plutôt dubitatif sur la marge d'erreur du comptage, mais Benoît paraît assez sûr de sa technique, d'autant que la nuit, les caïmans sont en affût et quasiment immobiles. Dès que la nuit est noire, les cris des colonies de singes hurleurs résonnent depuis les forêts de la montagne de Caux, située à quelques kilomètres. Ces bruits angoissants ne sont pas faits pour rassurer Daniel et son équipe qui vivent leur première nuit sur la mare. Les caïmans ne peuvent se compter de manière fiable que la nuit. Dans l'obscurité, les pupilles de leurs yeux sont totalement dilatées et les torches électriques éclairent les rétines, qui renvoient 2 points rouges dus à la couleur du sang qui irrigue le fond d'œil. On peut donc apprécier la taille des animaux en fonction de l'écartement des points rouges. Bon, de toute façon, on a la taille. 200. On continue, Émeric, on va là-bas sur les 2 points rouges. Attends, on vient d'où là? Là-bas, ceux-là, on les a pas fait. Nous, on a fait ceux-là, donc on arrive de là. On arrive derrière là. Oui, enfin de là, on est arrivé. De là, on a fait ça, on est revenu là, donc maintenant on va là-bas. Dès cette première nuit, c'est une évidence. Cette mare offre aux caïmans noirs un habitat totalement protégé. Benoît et son équipe en comptent jusqu'à une centaine, dont de très gros individus estimés à plus de 5 mètres. Pour Daniel, c'est une découverte qu'il n'osait plus espérer. Benoît ne l'imaginait même pas, persuadé de ne voir dans cette mare au cœur du marais que quelques individus de petite taille, comme les rares caïmans encore présents sur la rivière de Caux. Malgré ses doutes, Daniel avait donc raison, son pari est gagné. Cette découverte majeure propulse de fait cette mare et donc l'ensemble du marais comme l'un des derniers sanctuaires des caïmans noirs. Donc là, tu repars refaire à nouveau des prélèvements, c'est autre que les comptages de tout à l'heure là? Ouais. Là, donc on a fait la partie comptage et donc maintenant, on va essayer de capturer 10-15 individus pour marquer les animaux et on en profite donc pour récupérer les écailles qu'on va couper pour le marquage. Bon, pour l'instant, il ne pleut plus. Hein. Le ciel est étoilé. On essaye de prendre les 3 qui sont là-bas à gauche. Ouais. Bon bah écoute, on y va, hein. 70, 80, 100. Peut-être. Trop tard. On va pas tout faire à la fois. Le problème c'est que j'ai chopé trop bas là. Ah ouais. Ah ouais, tu l'as carrément sous le ventre là. Tu le sens ou pas là? Émeric, tu le sens ou pas? C'est bon, je le détache? Hein? Non, non, attends, il l'a que d'une main là. Lâche-le, voilà, mort la pagaie, ça va tout. Ça c'est le caïman noir, donc on reconnaît notamment avec la barre osseuse qu'il a entre les 2 yeux, donc qui est commune avec le caïman à lunettes. Et par contre, bon, après on fait la différence au niveau coloration, c'est vrai que celui-là, bon, le ventre blanc, donc le dos noir, la queue noire avec les zébrures blanches, donc on voit bien les contrastes. Donc là on va faire le prélèvement d'écailles. Benoît prélève une écaille sur la queue de chaque caïman capturé et une goutte de sang qui seront analysées en laboratoire. Les résultats lui permettront de pouvoir estimer la variabilité génétique
et donc de connaître le degré de consanguinité de cette population. Tu le remets à plat là, que je vois s'il y a du sang qui vient. Il espère aussi vérifier l'existence de déplacements d'individus entre la mare, la rivière de Caux et peut-être d'autres parties du Marais. Il pourra également avoir une idée du nombre total de caïmans, estimé pour l'instant à environ 2000 individus. Attention, 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 il se charge. Là, il est venu un peu sur l'eau. Ouais. Là, il est là. T'as vu ça? Vous avez entendu? Bah, il nous a chargé. Lâche. Vite. C'est tous ces enfants, ouais. On va les prélever plus loin là-bas. Du coup, l'ambiance dans le groupe est nettement plus tendue. Personne ne s'attendait à une attaque de la part des caïmans. C'est une première également pour Benoît, qui a pourtant l'habitude de ce genre d'expédition. Il va falloir être nettement plus prudent et il n'est plus du tout question d'aller dans l'eau. Ça fait des souvenirs, hein. J'adore là-dedans. Vous avez raté des choses, hein. On n'y retourne pas, hein. La découverte de cette extraordinaire concentration de caïmans noirs place Daniel devant une énigme. Que mangent ces caïmans? Comment peuvent-ils être aussi nombreux alors que la logique et les premières observations conduisent à considérer cette mare comme un milieu très pauvre? Le Marais offre apparemment peu de grosses proies. Aucun poisson n'est visible à l'œil nu et l'eau très noire et recouverte de végétation flottante limite la pénétration de la lumière dans l'eau et donc la productivité du milieu aquatique. Les quelques oiseaux présents sur cette zone se jouent de la lenteur des reptiles. Certes, la dépense énergétique d'un caïman est faible. Il se contente d'un ondoiement de queue toutes les heures et passe son temps à flotter entre deux eaux. Mais quand même. Vers 2 heures du matin, Benoît surprend un comportement étrange. Prudemment, il réussit à photographier un petit caïman prisonnier des mâchoires d'une énorme bête. S'agit-il d'un comportement de protection lié aux captures au lasso ou de la mise en évidence d'un mode d'alimentation reposant sur le cannibalisme? Vous êtes rentré à quelle heure? Je vous ai même pas entendu revenir. 3 heures. 3 heures. Alors? On a repris une pluie, donc on a laissé tomber là. Donc vous en avez fait... tomber, on a repris la flotte, donc... Vous en avez capturé combien là? 13 en tout. 13. Tu veux un t-shirt de sac là? Non, c'est bon, je reste comme ça. C'est vrai? Ouais, je reste. Le cerveau de Daniel bouillonne. Cette histoire de cannibalisme le chiffonne. Il n'y croit pas, car aucune population ne peut être viable sur le long terme avec cette stratégie dans un milieu aussi restreint. Il n'a donc qu'une idée en tête, résoudre cette passionnante énigme. On est parti. La solution est certainement dissimulée dans l'eau et dans l'infiniment petit. Et ça, c'est le domaine de compétence de Daniel. Car si le caïman est bien visible, il se situe à l'extrémité terminale de la chaîne alimentaire, alors qu'à l'autre bout, il ne peut exister que le plancton, l'indispensable plancton. Donc là, on va filtrer l'eau de surface à la fois pour retenir les algues et le zooplancton, donc c'est tout ce qui est petits crustacés. Et donc on a 2 filets de taille différentes. Donc dans un des filets, on aura les individus dont la taille est supérieure à 150 micromètres. Et le filet extérieur, lui, va retenir tous les organismes, compris donc entre 150 et 40. Donc là, tu fais bien tomber au fond. Et tu surveilles que ça colmate pas trop. Voilà, le plancton qu'on recueille dans ces deux filtres servent à l'alimentation des poissons essentiellement. Et c'est le départ de la chaîne biologique. Alors, dans le marais de Caux, vu la densité de végétation, normalement les systèmes aquatiques reposent essentiellement sur les algues. Et là, la grande différence, c'est qu'il y a une couverture végétale très très importante. Donc il y a quand même beaucoup des ressources vivantes qui proviennent de la production végétale flottante. Ça, c'est une grande première. Hein. Daniel est très perplexe, il n'y comprend rien. L'eau de ce marais lui paraît décidément bien pauvre. Si encore il y avait des algues, première source alimentaire pour le zooplancton. Mais l'eau est décidément translucide. Ouais, c'est impossible. Ah si, oui. Il y a énormément d'insectes en fait. Il devra attendre les résultats de son laboratoire à Cayenne pour avoir un début de réponse. Fin de la première mission. Daniel ne pense qu'à une chose, analyser l'eau
contenu dans ses bidons. Il se rend directement à son laboratoire de l'IRD à Cayenne. Quelles sont les ressources alimentaires des caïmans? Si leur présence est maintenant manifeste, Daniel a la ferme intention de remettre en question la pauvreté apparente de cette mare et il n'acceptera l'hypothèse de fonctionnement par cannibalisme que s'il parvient à démontrer qu'il n'y a rien dans l'eau. Après 5 heures de travail, la réponse est sans appel. Pas de phytoplancton, le plancton végétal. Daniel a rapporté de l'eau quasiment pure, de l'eau de pluie. Le mystère est entier. Jamais dans sa carrière de chercheur, Daniel ne s'est trouvé confronté à pareil paradoxe. Une centaine de caïmans et rien dans l'eau susceptible de permettre leur alimentation. Par contre, une découverte inattendue lui donne malgré tout un indice et Daniel ne sait pas encore que cette petite piste le mènera à la solution de son énigme. Il met en évidence, dans quelques échantillons, des densités très importantes de rotifères, espèce de zooplancton qui se nourrit justement de phytoplancton et qui constitue le maillon suivant dans la chaîne alimentaire. La clé est peut-être là. Ces rotifères, par leur taille très petite, forment des proies particulièrement bien adaptées à l'alimentation des alevins de poissons. Logiquement, et en général, la nature est bien faite, des poissons, il devrait y en avoir. La vie exotique et agréable de Cayenne reprend pour Daniel et Annie. Il n'empêche, Daniel ne pense qu'à son problème en panne de solution, et ça, pour un scientifique, c'est très énervant. Bon, d'accord. Voilà, merci bien. Ça donne. Oh, c'est divisant ça. Bon, c'est bon. C'est quand même plus confortable. Donc on met un double masque, ce qui permet de ne plus voir la peau. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Si je peux garder les lunettes, non? Mais la Guyane, c'est aussi le carnaval qui rythme la vie. Daniel n'a pas le choix. Personne ne sera disponible pour l'accompagner dans le Marais pendant cette période. Et de toute façon, Annie et lui ne sont pas les derniers à la fête. La solution de l'énigme de peau devrait nous attendre. Le fait de se masquer, de se parer, avait pour but de masquer en fait tout centimètre carré de peau, ce qui permettait dans des phases de délire et de transgression de faire tout ce que personne ne pouvait faire, c'est-à-dire des contacts entre blanc et noir. Mais en plein carnaval, c'est Annie qui reçoit l'appel qui va relancer l'aventure. Daniel a toujours en tête sa piste de ces organismes rotifères découverts dans ses prélèvements, possibles ressources alimentaires des alevins. Les poissons pouvant justement constituer le chaînon intermédiaire entre le plancton et les caïmans, Daniel est très heureux d'apprendre que le professeur François Meunier, directeur du laboratoire d'ichtyologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris, confirme son intérêt à venir sur la plateforme étudier les poissons de la mare. François et son collègue Philippe ont déjà réalisé un inventaire des poissons de la rivière de Caux, dans laquelle ils ont étudié la croissance d'espèces étonnantes adaptées aux milieux pauvres en oxygène. Tous les deux sont très curieux de savoir ce que renferme le cœur du marais. Daniel va peut-être enfin savoir si cette mare est soit un vivier de proies pour les caïmans, soit un désert biologique, d'autant que cette fois-ci, la donne est radicalement différente. On est en pleine saison des pluies, le marais est manqué d'un an. On a attendu un peu parce on était dans le brouillard là-bas. Ah d'accord. D'ailleurs, il a eu du mal à retrouver. Donc il a préféré attendre un petit peu. Donc voilà, vous êtes là, vous êtes dedans.
mais c'est bien. C'est pas si mal. À mon avis, on va pouvoir poser les filets sans problème. Tiens, donc là, on va sur la... un caïman là, à droite. On va aller sur la mare la plus éloignée, là, non ? Mais dès les premiers coups de rame, un fait nouveau s'impose. Les aigrettes blanches semblent beaucoup plus nombreuses cette fois-ci. Et apparemment, elles sont en période d'accouplement, car elles arborent de longues plumes de parade nuptiale. Elles sont déjà installées pour nidifier. Cette nouveauté ne simplifie pas du tout le problème de Daniel. De quoi se nourrissent-elles, elles aussi? De poissons sans doute, mais lequel et où? De plus, ces oiseaux ne sont pas connus pour se nourrir à l'intérieur du marais, car la végétation aquatique flottante ne permet pas la technique de pêche à vue pratiquée par ces oiseaux. La pose des filets se trouve directement confrontée à l'importance de la végétation flottante, qui ne permet pas de les installer correctement en travers des passages d'eau qui relient les mares entre elles. Et il n'est pas question de descendre du bateau pour les enfoncer sous la végétation. Le filet est fini de poser et on va le laisser jusqu'à demain matin. Donc il va rester à peu près une douzaine d'heures. La nuit a été particulièrement agitée. Là, vers 3 h du matin, on a ressenti une attaque. Donc la plateforme fait pratiquement 800 kg. On était 8 à bord. La plateforme est arrivée à bouger. Donc la sagesse fait qu'on va se mettre un petit grillage tout autour. C'est pas évident que le grillage l'arrêtera, mais au moins ça freinera au moins la première attaque. Et nous, on aura le temps de se retourner parce que là, bon, il faut être raisonnable quand même, et ça commence à devenir un peu limite, quoi. Les animaux sont accueillants, mais bon, un peu impressionnants quand même là pour l'instant. Ont disparu là. Apparemment, les caïmans sont rentrés dedans. Et regarde, il y a 2 gros caïmans là. Ils sont pris dedans, non, je pense? Et les flotteurs, ils sont sous l'eau là. Le caïman à l'intérieur, non? J'ai l'impression que c'est accroché à quelque chose. Il est juste pris par les dents. Non mais fais gaffe parce qu'il est plus fort que toi, hein. Si tu te prends les doigts dans les filets, tu vas aller au fond avec.
Les poissons sont totalement mâchouillés par les caïmans, la tête tient même plus là. Ça c'est l'espèce, tu arrives encore à reconnaître un peu? C'est un patagaï. Un patagaï? C'est un prédateur. L'avantage, c'est que ça permet de donner des indications sur ce que mangent les caïmans. Ah, il mange du poisson quoi. Alors, l'estomac du patagaï est plein, on va l'ouvrir pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme proie à l'intérieur. Ah bah il y a un poisson, il y a une queue de poisson, il ne reste pas grand chose, juste un peu de peau de couleur brun clair avec des taches noires, c'est un oyak, il n'y a pas de problème. Donc le patagaï a mangé un oyak et le patagaï s'est fait attaquer par le caïman. Le patagaï est un prédateur assez vorace, il a des crocs qui lui permettent de capturer ses proies. Et toute proportion gardée, ça rappelle un peu les crocs du caïman qui l'ont lui-même attaqué. Du coup, malgré l'état des 5 filets posés, presque tous inutilisables après une seule nuit, cette pêche résout une partie de l'énigme du marais de Caux. L'hypothèse de cannibalisme est écartée. Les caïmans se nourrissent de poissons, vivants ou morts. L'anatomie de la gueule du caïman est parfaitement adaptée à la chasse sous-marine. Le caïman a la possibilité de rester à l'affût sous l'eau, les mâchoires déjà ouvertes, sans que l'eau ne pénètre dans ses poumons, grâce à un repli de peau fermant sa trachée. Ses yeux sont équipés d'une membrane optique amovible étonnante, la membrane nictitante, qui glisse automatiquement devant la cornée de l'œil au moment de la plongée, offrant ainsi une vision nette aussi bien sous l'eau qu'hors de l'eau. Un métinis, un patagaï. On peut le considérer comme super prédateur au niveau de la chaîne des poissons et je pense qu'il peut manger un autre prédateur qui est pris dans ce filet qu'on va démailler tout à l'heure, qui est un petit dent chien. Lui-même doit servir de nourriture aux caïmans. Tu vois que le dent chien, il a aussi des crocs. Petit prédateur ça. Hein. Petit prédateur mais efficace et surtout un prédateur qui chasse ses proies. Ils sont très très profilés. Hein. Le métinis, c'est un piranha herbivore. Et celui-ci, il est caractéristique au point de vue forme parce qu'il est extrêmement plat. On devine les petites taches un peu plus sombres qui sont très fréquentes chez les piranhas d'une façon générale, que ce soit des piranhas carnassiers ou des piranhas herbivores. Alors ce filet là, c'est donc le filet 5, hein, c'est la récupération d'hier et on est dans la mare numéro 2. François et Philippe captureront 19 espèces différentes de poissons et en quantité importante pendant cette mission. Ce qui apparaît maintenant certain, c'est la présence d'espèces de poissons de taille respectable, susceptibles d'entrer dans le menu des caïmans. Le plus gros prédateur de cette mare avant le caïman semble être le patagaï, qui peut atteindre 40 cm. Apparemment, il n'y a pas de poisson plus gros, la chaîne alimentaire étant brutalement interrompue par le caïman, qui en occupe la dernière place. L'alimentation de ces reptiles repose donc sur la productivité propre à la mare. Mais alors, d'où viennent les sels nutritifs absolument nécessaires au départ de la chaîne alimentaire et permettant cette productivité terminale très importante ? Les prélèvements de Daniel ne lui donneront toujours pas d'explication logique. Le premier maillon de la chaîne reste un mystère. C'est le troisième jour de la mission ichtyologique et réserve une surprise aux scientifiques. Et Daniel ne sait pas encore que c'est la clé du mystère du marais qui commence à se dessiner devant lui. Le passage de la barque dans la forêt inondée déloge un grand oiseau posé au sommet d'un arbuste.
un genre de héron totalement inconnu pour toute l'équipe, très coloré, avec un bec remarquable constituant une véritable épée. Daniel observe jusqu'au départ une bonne dizaine d'individus au vol lourd et transportant des branchages d'une rive à l'autre de la mare. Dès le retour à Cayenne, il contacte Olivier Tostin, grand spécialiste des oiseaux de Guyane, et qui, à la seule description que lui fait Daniel, conclut immédiatement qu'il s'agit probablement de hérons agamis. Seule difficulté, au cours de sa longue carrière en Guyane, il n'a observé qu'à 2 ou 3 reprises ce héron forestier, considéré comme très rare et jamais étudié. La proposition de Daniel de pouvoir participer à la mission suivante pour une première description des oiseaux est acceptée avec enthousiasme par Olivier. Fin mars, pour la 3e mission sur la plateforme, l'étude de l'avifaune de la mare peut alors débuter. Daniel, là je pense que c'est la bonne direction, que c'est par là que se posaient les hérons agamis avec des branches au bec. Je pense que si ils nichent, on devrait trouver ça dans cette portion de forêt marécageuse. Une surprise de taille attend les scientifiques. La clé de l'énigme du marais est maintenant sous les yeux de Daniel. Étant ignoré que très peu d'oiseaux en décembre, lors de la dépose de la plateforme, autant cette fois-ci, c'est un vacarme de Tchaïna qui accueille Daniel et Olivier. Partout dans les forêts inondées qui entourent la mare et qui s'étendent loin dans le marais, des centaines et des centaines de hérons agamis sont en train de nidifier, et dans quasiment tous les nids, de jeunes poussins attendent d'être nourris. Olivier Tostin n'en croit pas ses yeux. C'est une première. Jusqu'alors, la colonie de hérons agamis la plus importante, citée dans la littérature, comportait 12 nids au Costa Rica. Olivier en comptera près d'1 millier. Et ça, jusqu'à maintenant, tu avais trouvé en Guyane une zone de reproduction de ce héron, non? Non. Non? Non. C'est une grande nouveauté. Hein. Et apparemment, ils sont vraiment nombreux. Hein. Et ça, c'est assez sidérant. Un site pareil, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Mais les surprises ne sont pas terminées pour Daniel et Olivier. En explorant les forêts inondées, ils découvrent la présence très abondante de hérons savassous, autre rareté écologique très peu observée et donc mal connue, en pleine nidification eux aussi, installés dans les mêmes arbres que les hérons agamis et apparemment en parfaite entente. Cette mare est une véritable nurserie, unique et totalement protégée, qui offre dès à présent des perspectives de recherche passionnantes sur ces oiseaux dont on ne sait quasiment rien du comportement, ni même du régime alimentaire. Même ici, on les voit pas à découvert, un peu, tu vois. Ils aiment se cacher dans les zones, c'est des secteurs où on ne voit pas souvent. Alors tiens, on voit les œufs, juste devant nous là. Il y a... C'est ça, bleu là? Oui, bleu, c'est... Il est particulièrement frustre, c'est du branchage accumulé. Un peu plus structuré, un peu plus gros, mais ça reste des branches mortes. De toute façon, donc c'est un nid à usage unique qui va tenir au moins jusqu'à ce que le poussin soit assez gros pour s'agripper lui-même, se tenir sur les branches périphériques du nid. Et après, le nid disparaît, quoi. Moi, ça, des oiseaux qui se bagarrent. Ah, c'est les coups de bec. Ils se foutent des coups de bec. Ouais. Les plumes de la crête, c'est absolument époustouflant. D'une beauté rare. Mais ça, ils le gardent. C'est pas. Il y en a un qui passe derrière. C'est vraiment phénoménal. Il a quitté un nid. Et on va passer là, on va rentrer sous les buissons là pour voir ce que ça donne.
Et là? Ça, c'est le cocoï aussi, oui. Là, par contre, il y a un nid de birreaux avec 2 poussins encore dedans. Des ronds agamis, c'est bien simple, il y en a partout. On est vraiment dans une colonie très très importante. Ça, c'est une découverte incroyable. Hein. Des bosquets comme ça, il y en a des dizaines. Il y a des centaines, bon, on va évaluer tout à l'heure un peu plus finement, mais il y a des centaines de couples là. C'est clair manifestement qu'il y a un phénomène, il y a une agrégation des oiseaux sur ce site-là pour la reproduction. Ils doivent sûrement drainer des oiseaux qui par ailleurs vont s'alimenter dans les autres bosquets de la plaine là, de Caux. Hein. Mais jusqu'où? Mystère. Première des choses, un minimum de traces de prise de l'habitat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait comprendre pourquoi justement ce héron agami a ce besoin de se concentrer comme ça. Il doit y avoir une raison anti-prédateur. Il niche quand même sur des arbres bas. Donc quand même vraiment à la merci. S'il y avait des prédateurs terrestres, même arboricoles, ça ferait des ravages. Donc c'est clair. Donc là, oui, c'est ça, tu attribues un peu au caïman le rôle du super policier qui permet en fait à ces colonies. Je sais pas si on peut aller jusque là aujourd'hui, mais on a des indices. Une piste. C'est une piste, oui. On pourrait avoir des indices qui pourraient nous laisser penser que le caïman il limite peut-être l'arrivée de certains prédateurs, en dehors du fait qu'on est dans un îlot forestier difficile d'accès pour des animaux qui vivent dans la forêt et qui est dans les collines là-bas. Mais si Olivier est fasciné par les oiseaux, le regard de Daniel se pose sur les feuillages des arbres. Et dans son esprit, tout devient clair. Il comprend maintenant d'où proviennent les sels nutritifs indispensables au démarrage de la chaîne alimentaire. Des déjections des milliers d'oiseaux venus nidifier pendant la saison des pluies. À cette période de très fortes précipitations, les apports nutritifs par le lessivage des fientes d'oiseaux sont maximum. Mais les conditions climatiques et d'éclairement ne permettent pas leur utilisation par les algues. L'arrivée de la saison sèche, et donc de la lumière, va permettre alors à la chaîne planctonique de se mettre en route. Le plancton, qui était à l'état de survie au fond du marais par manque d'éléments nutritifs, va proliférer à la surface de l'eau. Comportement des hérons agamis pendant toute la mission, Olivier et Daniel constatent que ces oiseaux restent nus toute la journée pour le consolider et se reposer. Jamais ils ne les verront pêcher dans le marais. Les observations de nuit en vision infrarouge confirment que leur activité est essentiellement nocturne. Chaque nuit, à tour de rôle, l'un des deux adultes s'endort sur une branche pour ne pas gêner les poussins, pendant que l'autre quitte la mare, pour ne revenir que très tard, complètement épuisé, après sans doute plusieurs heures de vol et de pêche, et nourrir les poussins par régurgitation. Et c'est là la dernière clé de l'énigme. Certes, le marais fonctionne en circuit fermé, mais à une exception près, qui s'avère essentielle. Les milliers d'oiseaux vont chercher leur nourriture à l'extérieur du marais, peut-être même à plus de 100 km, jusqu'à ce que leurs poussins soient autonomes. Mais leur déjection reste là, et ce sont elles qui fertilisent l'eau de cette mare. Elles permettent ainsi l'explosion de la vie en offrant les nutriments indispensables au démarrage de la chaîne alimentaire.
Par photosynthèse, grâce au soleil, le phytoplancton va fabriquer de la matière organique, le fameux zooplancton qui servira de nourriture aux alevins de poissons. Devenus adultes, ces poissons seront à leur tour victimes de plus gros poissons carnivores, eux-mêmes proies des caïmans. Sans ces oiseaux, il n'y aurait ni plancton, ni poissons, ni finalement de reptiles. Et ces caïmans, dans une sorte d'échange extraordinaire, rendent à leur tour service à ces oiseaux en les protégeant des prédateurs. Ils interdisent l'accès au cœur du marais aux animaux arboricoles comme les singes, en les maintenant à l'extérieur. En choisissant cette zone complètement entourée d'eau, les oiseaux peuvent donc nidifier en toute tranquillité. Daniel vient de percer le mystère du fonctionnement global, très original, de l'ensemble de l'écosystème de cette mare, et sans doute du marais tout entier. Maintenant, on a un fil conducteur, avec ce lien qui peut exister entre poissons, oiseaux, caïmans, production d'algues. Il est primordial qu'en fait cette zone conserve sa fonction de dortoir pour ces oiseaux, puisque c'est eux en fait qui permettent cette explosion de vie que l'on observe maintenant et qui était complètement imprévisible lors des campagnes en saison des pluies où en fait on avait une eau pauvre. C'est vraiment la construction d'un pulse, mais alors c'est d'autant plus intéressant que les pièces de mon pulse sont fabriquées par d'autres. Avec eux, on essaye de voir comment retrouver le creux avec la bosse. Et ça, je trouve ça complètement exaltant, quoi. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu. Il y a des petits indices et il faut arriver à faire converger tout ça vers quelque chose de logique, quoi. Alors sachant que la logique pourrait être basculée un autre jour, mais c'est chouette, à la limite, c'est encore mieux, quoi. Si la science était immuable, ce serait triste.